Alors, qui sont les RH? Les RH, les ressources humaines. Alors, c'est souvent la personne qui m'envoie ma paye à la fin du mois, celle qui me rappelle que je dois prendre mes congés, parfois aussi. C'est aussi la personne qui m'envoie ma convocation à la formation, par exemple sur la gestion du stress, hein, pour n'inciter que celle-là. Alors, si on regarde les tâches d'un service RH, les tâches qu'il doit assurer, ben, nous avons une liste qui est non exhaustive. Et bien sûr, la liste, elle est assez longue. Alors, elle est tellement longue que je vais la prendre sous les yeux pour vous la lire parce que j'en ai fait une sélection. Euh, Recrutement et sélection, justement. Gestion administrative. Qu'est-ce qu'on a encore? Formation et développement. Gestion des relations sociales. Gestion de la performance. Communication interne, gestion de la mobilité, gestion de la diversité et de l'inclusion, grand sujet à la mode ces dernières années. Gestion de la sécurité et de la santé au travail, selon la taille de l'entreprise, bien sûr. Gestion des départs, gestion des talents, gestion des outils RH. Donc, est-ce que vous imaginez cette liste de tâches et de fonctions du service RH? Est-ce que vous, dans votre entreprise, vous imaginiez que le service RH avait toutes ces fonctions-là? Ben, dans les faits et dans les actes, le service RH sont surtout des personnes. Et des personnes souvent qui se sentent bien seules. Et elles se sentent souvent éloignées de leur principale mission qui est de gérer l'humain, les gérer l'humain pas au sens du manager, hein, ce ne font pas le boulot du manager, sauf que si, peut-être aussi, elles sont des fois managers de leurs propres équipes, mais surtout de gérer la compétence, la ressource humaine, les postes qu'il va y avoir dans l'entreprise, c'est-à-dire par rapport à des besoins que va avoir l'entreprise. Le problème, c'est que moi, je rencontre souvent des responsables RH qui abandonnent. Ils changent de vie, ils changent de métier, car ben, le métier ne correspond plus à ce pourquoi ces personnes se sont engagées dans cette voie. Alors, dans ce podcast, nous allons essayer de comprendre pourquoi et vous donner certainement quelques pistes pour faire évoluer ce domaine et lui redonner la place qui est la sienne dans votre entreprise. Alors, pour nous accompagner dans cette discussion, j'ai le plaisir de recevoir Laura Devert, c'est ça? Je ne Parfaitement. suis pas trop trompé sur le nom, Non, c'est ça. de la société LDRH Consulting. Bienvenue Laura. Bonjour Pascal, merci beaucoup. Alors, j'ai découvert Laura sur la recommandation d'une relation commune qui vit à Washington. Alors, notre première entrevue, elle m'a vraiment laissé un goût d'inachevé. Et alors, c'est pour cette raison que je lui ai proposé de faire ce podcast. Alors, si vous êtes dans la gestion RH, si vous êtes dirigeant, gardez bien vos oreilles ouvertes aujourd'hui parce que il va y avoir certainement des pépites. Laura, je te propose d'employer le tutoiement. Bien sûr, Hein, on va fixer au moins cette règle-là. Est-ce bon pour toi? bien sûr, oui, merci. Bon, ça marche. Laura, est-ce que tu peux te présenter et cela vraiment de la façon dont tu le souhaites? Oui, merci. Écoute, moi j'ai à la fois un parcours assez classique et finalement un profil un peu plus atypique. J'ai toujours plus ou moins su que je devais exercer un métier qui était destiné, enfin d'être destiné à l'accompagnement des autres ou tourné vers les autres. Alors petite, forcément, je ne pensais pas au RH. C'était pas des métiers dont on parlait beaucoup. En tout cas, il n'y avait pas assez la cote pour qu'on en parle assez au dîner de famille ou autre. Donc je me tournais vers des métiers tels que juge pour enfants, ce genre de choses. Et puis au lycée, j'ai découvert des matières type éco-gestion, etc. Et là, j'ai eu un genre de déclic. J'ai compris qu'il y avait une fonction qui était critique et vraiment incontournable au sein de nos organisations et que le rôle pouvait être très intéressant. Le problème, c'est que, enfin le problème, l'ambiguïté, c'est que moi, j'ai été un petit peu peut-être influencée malgré moi parce que je vivais à la maison, puisque j'ai un papa entrepreneur qui plus est commercial de base.
Et je pense que j'ai naturellement développé cette fibre-là, ou en tout cas, elles sont peut-être dans mes gènes. Et j'étais vraiment tiraillée entre les RH et le commerce, mais le commerce toujours au service de quelqu'un. C'est-à-dire que je me voyais bien être quelqu'un qu'on vient consulter parce qu'on a un besoin ou une demande et qui fait du sur-mesure pour cette personne. Et puis, ne voulant pas avoir une étiquette, parce que moi j'aime bien être un petit peu touche à tout, j'ai fait le choix en études supérieures de suivre le cursus d'une école de commerce et de management pour pouvoir apprendre le plus de choses possibles. L'analyse financière, le droit, enfin plein de choses qui, je le savais, me serviraient forcément un jour. Et je ne me suis spécialisée en ressources humaines qu'en fin de cursus, en dernière année, sachant que j'en ai eu tout du long, mais j'étais pas encore spécialisée à ce moment-là. J'en avais au même service au même titre que le marketing des services, par exemple. Donc voilà, j'ai engrangé un maximum de compétences et d'informations. Et puis, j'ai quand même voulu aller voir ce qui se passait du côté des ressources humaines d'un point de vue plus approfondi, parce que j'entendais trop souvent dire que n'importe qui pouvait être RH, que de toute façon, c'était pas bien sorcier comme métier, que n'importe quel chef d'entreprise était finalement des RH, parce qu'il était question de gérer l'humain et que c'était juste du management. Mais j'intuitais déjà à l'époque qu'il y avait bien d'autres choses derrière tout ça et que c'était certes une vocation, mais que ça s'invente pas en fait d'être un professionnel des ressources humaines. Et donc voilà, j'ai poursuivi dans ce choix d'aller approfondir ces connaissances-là et la compréhension de ce métier. Hmm. Je me suis fait rattraper par les professeurs du coup en dernière année d'école de management qui m'ont alerté sur le fait que tout n'était pas fait pour moi en RH. J'avais de très bonnes notes sur des TP, des choses comme ça, mais mes professeurs me disaient, attention Laura, on vous a mis une bonne note parce que sur le plan théorique et logique, c'est OK, mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Par exemple, on avait eu tout un exercice à faire autour d'un plan de départ, plus ou moins volontaire. Et moi, je m'étais vraiment décarcassée pour pouvoir sauver tout le monde, reclasser, envoyer dans des filiales parce que c'était une grosse société qui le permettait, former, envoyer en départ anticipé à la retraite, etc. En fait, j'avais vraiment voulu limiter les dégâts. Et mes profs m'avaient dit, sur le principe, toutes les idées sont bonnes, donc on met une bonne note. Mais dans la vraie vie, quand il y a un plan, bah, c'est pour couper des têtes. Je leur avais dit, mais moi, je ne veux pas couper des têtes. Et donc, on avait réfléchi ensemble parce qu'il m'avait dit que j'étais faite pour ce métier, mais qu'effectivement, il y a des aspects qui seraient peut-être trop heurtants pour moi. Et donc, j'ai fait le choix en début de carrière de me tourner vers le recrutement pour pouvoir avoir l'impression, enfin, c'est pas avoir l'impression puisque ça a été le cas, mais je voulais autant contribuer pour un dirigeant que pour un monsieur tout le monde. Hmm. C'était vraiment ça, moi, dont j'avais envie. Je voulais pas être le RH œil de Moscou ou la marionnette du dirigeant. Je ne voulais pas non plus être la syndicaliste qui est porte-parole de tous les collaborateurs et qui est systématiquement contre la moindre décision prise par le boss. Hmm. Mais j'avais vraiment envie d'essayer de réunir tout le monde et de trouver un entre-deux et d'être au service finalement, et à la fois de ma direction et des collaborateurs. Hmm. Et le recrutement a été vraiment la pierre angulaire pour moi dans le début de ma carrière parce que j'ai réussi à faire changer les choses, enfin certaines choses auprès de mes employeurs parce que j'avais déjà un petit peu de caractère à l'époque, même à la sortie de l'école. Et je ne souhaitais pas être celle qui n'envoyait que de la poudre aux yeux, ne mettait Hmm. que des paillettes. Je voulais pas en fait être une commerciale déguisée et vendre
un monde parfait, alors que je savais pertinemment que quand le collaborateur arriverait, qu'il ne trouverait pas ce monde enchanté que je lui avais fait miroiter pour qu'il nous rejoigne. Pour autant, mon métier était de trouver des collaborateurs en assez grand nombre pour que ce soit créateur de valeur en interne, mais ça ne pouvait pas aller à l'encontre de mes valeurs. Donc j'ai passé un deal avec mon dirigeant de l'époque en lui disant OK pour être un peu plus dans la séduction, entre guillemets, pour les futurs collaborateurs, mais à une seule condition, c'est que tout ce qu'on promet existera. Tout ce qu'on vend, entre guillemets, existera réellement et concrètement. Donc j'ai réussi à déjà ne pas lâcher l'affaire sur ça et faire un petit peu changer les choses en interne parce qu'en plus, mes dirigeants se rendaient bien compte que les idées que je proposais étaient aussi finalement à leur service, enfin que c'était bon pour tout le monde. Et puis ça me permettait en fait de travailler réellement main dans la main avec des gens qui me faisaient confiance et qui me confiaient finalement leur destin et leur carrière. Mm. Et pour moi, enfin, ça avait de la valeur. Je comprenais l'engagement et toute la responsabilité que ça induisait. Et je ne voulais en aucun cas me fourvoyer ou me tromper Mm. ou les décevoir. Mm. Donc, j'ai compris en fait à cette époque que la clé, le secret dans ce métier, c'était d'y mettre tout son cœur. Et donc voilà, et puis bah, après j'ai évolué parce que je me suis mise à chaque fois dans la peau des collaborateurs que je devais recruter en me demandant qu'est-ce que moi je viendrais chercher si j'arrivais comme ça tout neuf dans cette structure sans savoir finalement vu de Mm. l'intérieur ce qui s'y trouve. Et ça a été ma botte magique pour pouvoir faire vraiment avancer les choses et les faire aller dans le bon sens. Mm. Je sais que tu as eu vraiment de très très belles réussites justement dans le recrutement et c'est ce qui m'a vraiment, alors pas interpellé, mais qui m'a plu, je dirais, lors de notre premier entretien. C'est ce côté, euh, je m'intéresse au poste, je veux que le candidat sache dans quoi il s'engage, je veux que le candidat euh, n'ait pas une fausse idée on lui vend pas du rêve, entre guillemets. Alors, Ah, je mets quand même un petit bémol, les commerciaux ne sont pas, il n'y a pas que des commerciaux qui vendent du rêve, il y a des commerciaux qui, les bons commerciaux oui, bien s'intéressent aux sûr, besoins et aux attentes, essayent de répondre au mieux aux bien besoins et aux sûr. attentes de leurs clients. On est tous des commerciaux, hein, en tant qu'entrepreneur aussi. Et puis même un manager est un commercial de son équipe, hein, quelque part. Voilà, donc c'est la fonction commerciale, c'est pas que des bandits, des voleurs. Non, évidemment. Mais, Mais ce que j'ai aimé dans ton approche, c'est de se dire, OK, et si je vends du rêve à la personne, elle arrive en poste, et ensuite, bah, elle s'aperçoit que c'est pas du tout ce que je lui ai vendu qui est présent. Donc moi, quelque part, j'ai ma part de responsabilité puisque j'ai fait ce recrutement-là, j'en suis l'instigatrice du recrutement. Mais derrière, les conséquences, parce que ça, moi, je le vois très régulièrement tous les jours, ou même mes amis ou autres m'en parlent, c'est que les collaborateurs restent pas dans l'entreprise. bien C'est-à-dire sûr, qu'en fait, ils sont pas motivés, ils sont pas investis, et puis presque sitôt arrivés, ils n'ont qu'une envie, c'est de repartir, quoi. Bilan du recrutement, zéro. Voire, d'accord. pas zéro, Moins de... moins 25 000 euros, quoi. Exactement. Ça coûte très cher de rater un recrutement. C'est ça, c'est qu'en fait, un recrutement loupé, c'est un recrutement qui coûte cher, quoi, parce que c'est Oui. tout l'investissement qu'on a mis à recruter les gens, à faire des annonces, à faire des entretiens. Au-delà À de un ça, coût. ça peut faire du mal aux équipes déjà en place. En plus, en plus. Oui, oui, tout à fait. Et puis tout le onboarding, Mm. enfin, ce qu'on appelle le onboarding, c'est-à-dire l'intégration Ouais, de la personne. Et puis, effectivement, comme tu dis, l'équipe qui est en place se dit, bah, si elle voit quelqu'un qui correspond pas du tout enfin, aux besoins de l'équipe, elle se dit, bon, allez, encore quelques, allez,
C'est pas contre la personne qu'elles en ont, mais forcément, elles-mêmes, elles se retrouvent démotivées parce qu'elles se disaient, enfin, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va nous soulager ou qui va pouvoir répondre à ce besoin-là de l'équipe. Et puis finalement, ça fait pas Il peut y l'affaire. avoir une perte de confiance envers soit les RH, soit le manager, parce que très souvent, Oui, c'est ça. les Selon la managers, culture de les l'entreprise, selon comment sont positionnés les gens, voilà, on va prescripteurs, reporter voilà, la faute c'est ça. sur telle ou telle personne, ouais, effectivement. Ouais. Alors écoute, pour boucler la boucle sur ce sujet, moi j'ai une formule que j'adore parce qu'elle est très parlante. C'est que j'aime dire que je cherche toujours le bon projet, sous-entendu le bon poste, pour la bonne personne et pour les bonnes raisons. Hmm. Et pour moi, ça c'est vraiment le combo gagnant. J'aime bien C'est-à-dire ta que formule. c'est-à-dire qu'on peut avoir une personne qui est super et on sait qu'on la veut absolument au sein de l'entreprise. Oui, mais sur quel poste? Il faut qu'elle soit à la bonne place pour qu'elle puisse s'épanouir et qu'elle soit créatrice de valeur. On peut aussi avoir quelqu'un de super qui rentre dans les cases pour un poste qui correspond, mais que les intentions derrière ne soient pas les bonnes. Donc, pareil, il va y avoir un problème quelque part à un moment donné. Hmm. Et clairement, pour que ce soit efficace et que ça fonctionne pour de bon, eh ben, il faut que toutes les conditions soient réunies. Donc, le bon projet pour la bonne personne et pour les bonnes raisons. Alors, je vais le noter, ça, c'est trop bon. Le bon projet pour la bonne personne, hein, Oui, pour les bonnes raisons. oui. Alors, ça, c'est... Sachant que la bonne personne, on s'entend, enfin, on parle évidemment de compétences, mais pas que. On parle aussi de personnalité, de l'humain qu'il y a derrière le CV. Hmm. Et est-ce que ça va matcher avec le reste des équipes? Est-ce que ça va fonctionner avec son manager? Est-ce qu'elles ont la même vision des choses? Est-ce qu'elles Hmm. partagent les mêmes valeurs? Enfin, c'est tout ça aussi qu'on entend derrière la bonne personne. Oui, oui, et puis le cadre, parce que peut-être que l'équipe, elle travaille, je sais pas, en flex office ou en open space ou autre, ou qu'il y a des règles de l'entreprise particulières. Est-ce que la personne, c'est quelque chose qui est rédhibitoire chez elle ou c'est quelque chose sur laquelle ben, elle se sent à l'aise ou qu'elle recherche même? Tout ça, ça rentre dans l'équation. Exact. Voilà. Et puis d'identifier aussi, et ça c'est très important, c'est d'identifier éventuellement aussi les trous dans la raquette. C'est-à-dire qu'est-ce qui chez la personne manquerait? Est-ce que ce qui manque, ben, c'est quelque chose que l'entreprise peut l'accompagner ou pas? Euh, voilà, être vraiment au clair de tout ça, c'est vraiment très important pour la réussite de l'intégration d'une personne, quoi. Et je vais même aller plus loin, parce que ça, moi, je le constate malheureusement trop souvent encore. Il faut même que la structure soit au clair sur le poste et sa volonté de recruter. Hmm. Parce que très souvent, on croit ne pas détenir les compétences, mais c'est juste qu'en fait, il n'y a pas eu de cartographie des compétences faite et les compétences existent déjà. Donc, en fait, on va recruter quelqu'un pour finalement venir faire un doublon avec quelqu'un d'autre qui va être frustré. Donc, on sait que l'intégration ne se passera pas bien. Puis, bon, accessoirement, on dépense de l'argent pour rien. Ou on sait qu'on a absolument besoin de recruter, mais on n'est pas capable de bien définir la fiche de poste. Donc en fait, on ne sait pas du tout où on va. On sait qu'on veut quelqu'un, mais on ne sait ni pourquoi, ni comment, ni donc voilà. Et finalement, on va réussir à rencontrer quelqu'un qui peut correspondre au poste et qui est motivé, mais qu'on ne va pas cadrer. Parce qu'une fiche de poste, ça sert aussi à ça, hein. C'est pas juste des mots-clés pour faire beau sur une annonce. Hmm. C'est un engagement mutuel entre le nouveau collaborateur ou le collaborateur et son management. Ce sont aussi les clés d'un chemin réussi euh, au sein de l'organisation. Donc oui, recruter, c'est pas juste un claquement de doigts ou c'est pas faire Hmm. une enquête à la Colombo pour voir qui pourrait être une bonne personne. C'est pas un jeu. Et Hmm. moi, malheureusement, je le répète trop souvent parce que quand j'arrive, parce que moi aujourd'hui, je suis consultante. Donc quand j'arrive au sein d'une organisation parce qu'il y a des postes à pourvoir et que je demande systématiquement qui sera le référent ou la personne euh, en charge d'acter sur le recrutement et qu'on me désigne quelqu'un, je demande toujours pourquoi cette personne et je m'assure Hmm. qu'elle a été choisie pour les bonnes raisons, une fois de plus.
Et très Oui. souvent, on me dit, bah, c'est Jacques qui sera en charge de ce dossier. Donc moi, je vais rencontrer Jacques pour discuter Mm. avec lui, comprendre ses attentes, comment il fonctionne, sa méthode de travail. Et en discutant avec Jacques, je me rends compte que ça l'amuse et que temporairement, ça lui fait une pause dans son quotidien de recruter. Et moi, je suis pas Mm. d'accord. Mm. Donc non, en fait, on ne s'amuse pas en recrutant des gens parce que on traite avec d'autres individus et il faut les respecter, ces gens-là, qui prennent de Mm. leur temps, qui sont stressés, pour qui c'est stratégique et ça peut vraiment être un tournant dans leur vie. Mm. Donc, il faut les respecter, ces gens aussi derrière. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut respecter le candidat parce que de toute façon, c'est un futur collaborateur. Donc, dans tous les cas, c'est Et pas, même s'il ne le devient hein, pas, c'est pas quelqu'un, voilà, qui est impersonnel, qui est impersonnel. Et en plus, l'implication interne. Meilleure elle sera, certainement, on peut se dire que meilleur sera aussi le recrutement parce que on y aura mis de la valeur, au moins bien sûr. on aura mis de la valeur dans ce recrutement. Donc beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. On va avancer dans le podcast si tu veux bien, parce que, alors par contre, je retiens une chose qui est intéressante et qui fera l'objet peut-être d'un futur podcast, ou en tout cas, j'en sais rien, en solo ou en interview, peut-être avec toi, Laura, c'est la cartographie des compétences. Et oui. C'est un sujet que j'ai souvent rencontré, même dans les domaines qualité. Mhm. Quand j'accompagne les gens dans la partie qualité, parce qu'il y a toujours la fonction RH où on parle de ces parties-là. Souvent, nous avons des référentiels ISO qui parlent de la matrice des compétences, mais souvent, c'est quelque chose que les entreprises ne savent pas faire, Non. ne comprennent pas, ne savent pas mettre en place au quotidien. Et donc, ça pourrait être intéressant d'avoir un podcast là-dessus. Mais on va avancer déjà sur celui-là Oui. d'aujourd'hui, sur celui d'aujourd'hui. Je voulais aborder le sujet d'aujourd'hui selon trois axes. Alors, le premier, le rôle et les défis des RH dans l'organisation. J'ai listé tout à l'heure toute une série de tâches. Voilà, vous comprenez bien que c'est certainement pas simple de le mettre en place dans l'entreprise. Le deuxième point, c'est l'importance de regard extérieur, parce que beaucoup de RH que je rencontre, par exemple, se sentent vraiment seuls dans leur fonction. Et donc, comment on peut les accompagner là-dedans? C'est ce qu'on va essayer de voir dans un deuxième point. Et puis, troisième point, c'est redonner de la valeur au métier de RH. Pour moi, je le communique partout, les finances, le RH, les ressources humaines, c'est indissociable, ça fonctionne ensemble. Et c'est une valeur indispensable à l'entreprise. Donc, comment on peut essayer de redonner sa place à la fonction RH? Alors, on va commencer par le premier sujet, les rôles et les défis des RH dans l'organisation. Alors, Laura, selon toi, euh, c'est quoi les principaux défis que doit relever un ou une responsable RH? Parce que c'est pas une fonction réservée que aux femmes. Non. On a aussi des hommes qui ont cette fonction-là. Oui. Déjà, ma vision à moi, j'aime bien parler de gestion du capital humain parce que on a tendance à oublier que la gestion des ressources humaines, bah, c'est avant tout la gestion des hommes et des femmes qui composent une entreprise. Ce ne sont pas que des numéros de fiches de paye ou numéros de dossier dans notre outil RH, etc. Ce sont de vraies personnes avec bah, toutes leurs histoires, toutes leurs difficultés, leurs personnalités. Et en fait, eh ben, un des défis pour moi des professionnels des ressources humaines, c'est déjà d'être au clair avec l'humain, avec la gestion de l'humain, parce que c'est bien compliqué de composer avec tous ces hommes et femmes bien différents. Et, euh, et il faut réussir à y voir clair dans tout ça et prendre les bonnes décisions. Et donc voilà, être capable de gérer de l'humain avec objectivité, avec presque méthode, même s'il n'y a pas de science exacte. Mais c'est important d'avoir du cadre toujours. Parce que Mm. sinon, on va laisser parler l'affect, on va laisser parler de la subjectivité, des choses qui prennent parfois trop de place.
Donc, il y a cette fameuse gestion du capital humain qui englobe plein de choses, qui va englober aussi un petit peu d'administratif, etc. Donc, je vais essayer de faire des grandes casquettes parce que tu as déjà fait toute une liste. Donc, je vais essayer de ne pas reprendre ta liste et amener autre chose. En parallèle de la gestion du capital humain, il y a toute la partie dite stratégie de l'entreprise, qu'on- à laquelle on n'associe que trop rarement finalement les RH et qui pour moi est vraiment, alors du coup j'anticipe et je réponds malgré moi à d'autres questions, enfin aux autres points que tu évoques, mais en fait un RH doit absolument être le bras droit du dirigeant, selon moi, parce que les RH se sentent seuls, mais les dirigeants aussi. Et donc, pour moi, il y a des alliés, il y a un partenariat là, à faire entre les deux. Pourquoi? Parce que les RH pourront tout simplement redescendre la stratégie du dirigeant à l'ensemble des collaborateurs. Ils sont ceux qui vont communiquer en interne, qui vont travailler les process, qui vont, pourquoi pas, aussi travailler autour de tout ce qui va être valeur, etc. Et donc effectivement, stratégie et gestion de l'humain sont pour moi les axes clés d'une bonne gestion des ressources humaines. Mais dans ce que tu dis les RH doivent redescendre la politique de l'entreprise, voilà, mais la politique, on est bien d'accord, la politique RH de l'entreprise, parce que si le dirigeant, il a une vision, et c'est aussi à lui de l'impulser. Oui, Pascal, on est Parce que, d'accord. parce que, parce que si on confie ça au RH, ben, voilà, donc on est d'accord, c'est sur la vision des ressources humaines, c'est sur la vision du dirigeant, pas sur la conduite de son entreprise et la production, mais sur la partie vraiment ressources humaines. Alors, non, Comment tu vois les choses? ça peut être aussi sur la conduite et la production Hmm, opérationnelle ou autre, parce que selon moi, la stratégie RH, en tout cas la vision RH, doit obligatoirement coller avec la vision du dirigeant. hmm, Parce que on ne peut pas demander à des professionnels RH d'accompagner des hommes et des femmes qui sont ceux qui produisent et qui sont créateurs de valeur au sein de l'organisation si ça ne va pas dans le sens du dirigeant. hmm, Donc, pour moi, il est capital que les RH comprennent la stratégie avant même d'être en accord avec. Il faut hmm, déjà être sûr qu'on la comprenne. C'est aussi pour ça qu'il y a tant de modules en cours quand on se forme aux ressources humaines, on se hmm, demande vraiment, mais pourquoi on m'apprend ça? hmm, Ben, parce qu'en fait, on nous apprend presque à être des dirigeants oui. par intérim. Hmm, Donc, il faut absolument, effectivement, déjà que les RH comprennent la stratégie et la vision de la direction. Pour moi, il est important qu'on soit en accord avec, parce que moi, je ne sais pas, plus facile. plus facile, et pour moi aussi, faut que ça ait du sens. Hmm, Donc, je vois mal quelqu'un être leader au sein d'équipe, etc., s'il ne croit pas en le message qu'il est censé transmettre. Enfin, hmm, moi, ça me paraît être une hérésie. Donc, il faut effectivement être en accord. Alors, je ne dis pas qu'il faut s'obliger à être en accord, mais c'est aussi là qu'il faut ce partenariat avec le dirigeant. Il faut en hmm, discuter, il faut, pourquoi pas, challenger la vision du dirigeant. Enfin, on est aussi garde-fou hein, quand on est RH. hmm, Donc, effectivement, il faut s'aligner avec le dirigeant pour pouvoir ensemble travailler sur une stratégie à redescendre en fait auprès de toutes les équipes. hmm. D'accord. Alors ça demande, j'en doute pas, mais je veux dire, ça demande effectivement aux responsables RH, directeur RH, peu importe comment on l'appelle, au-delà de ses compétences purement techniques, Mhm. de métier, voilà, ça lui demande des compétences personnelles, un savoir-être hein, et des compétences, entre guillemets, interpersonnelles, je dirais, de l'humain, qui sont quand même assez développées, assez fortes, quoi. Oui,
Ah oui, oui, moi j'en suis convaincue. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis tant éclatée et je continue à m'éclater encore beaucoup dans mon métier de RH parce que ça, c'est tellement varié et ça fait appel à tellement de compétences. Mm. Si on veut vraiment être un professionnel de qualité, bah, il faut se former en permanence, il faut toujours chercher l'innovation. Donc oui, oui, effectivement, c'est pas un métier de tout repos d'être RH et c'est aussi Mm. pour ça qu'il y a tant d'abandon. Parce que il y a beaucoup d'écoles ou des BTS où on nous fait croire que être RH, enfin, où on nous fait croire, en tout cas, c'est une vision qui pour moi est étriquée de la fonction, mais qu'être RH, c'est être un crack en gestion de la paye. Alors, confession, en ce qui me concerne, je suis nulle en gestion de la paye parce qu'en fait, j'avoue que je n'ai pas concentré les efforts sur cet aspect-là de la gestion des ressources humaines. Mm. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a de magnifiques outils et logiciels qui nous permettent presque de le faire pour nous. Mm. Donc, on peut aujourd'hui être un bon DRH sans être un expert de la gestion de la paye. Mm. Alors, ça peut répondre on peut aller vers la deuxième question, justement, ça introduit la deuxième question, c'est comment, justement, les responsables RH peuvent mieux gérer leur charge de travail, puisqu'ils ont beaucoup, beaucoup de domaines et de choses, et pour se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée, et forte valeur ajoutée, je dirais humaine, parce que la gestion de la paye, par exemple, c'est un domaine qui est extrêmement complexe parce que C'est c'est lié à chronophage. la fiscalité, ça bouge en Oui. permanence, il faut être rigoureux parce qu'il faut être à jour des données. Et puis, Quand c'est en du plus on est dans sur-mesure des pour chaque entreprises, collaborateur. oui voilà, et puis en plus quand on est dans des entreprises, la majorité, mais il y a certaines plus que d'autres où on a la notion de remontée des heures effectuées par les salariés qui est faite pour pouvoir établir une fiche de paye. Enfin, c'est une usine à gaz, hein. Enfin, on ne se rend Ouais. même pas compte quand on est salarié, qu'on reçoit sa fiche de paye, on est critique sur le contenu et tout ça, mais on voit rarement ce qu'il y a derrière, en fait, Ce et qui se comment cache ça se derrière. construit. Et effectivement, Mm. c'est un domaine où, alors, c'est une valeur ajoutée, entre guillemets, oui, parce que quand même, un salarié, il vient dans une entreprise pour travailler, et puis c'est la fiche de paye et surtout le salaire versé sur son compte en banque, c'est quand même la récompense et le résultat C'est la du travail finalité. qu'il a fourni, hein. Donc c'est quand même important, parce que c'est un peu donnant-donnant, hein. C'est comme quand on fait un contrat avec un client, on va livrer une prestation et puis nous, le client, on attend qu'il nous paye à la fin la facture. Moi, je disais aux commerciaux avec qui je travaillais quand je travaillais dans le négoce, je disais, la commande, elle sera validée quand le client il aura payé, pas quand vous aurez établi la facture. Et ben, c'est pareil, un salarié, lui, ça, je dirais, le bout de son mois de travail, c'est Bien son sûr. salaire. Et donc, il faut que ça fonctionne. Par contre, en termes de valeur ajoutée humaine et d'interaction, c'est pas c'est pas là où il y a le plus de de valeur ajoutée. Par contre, Non. réglementairement, fiscalement, au niveau de la fiscalité, tout ça, c'est extrêmement pointu. Et comme tu dis, Et aujourd'hui, aussi au il y a niveau des des outils. conventions collectives, Oui, c'est ça. Il y a des parce outils. que chaque secteur a sa convention, les règles et les droits ne sont pas les mêmes en fonction, donc il y a tellement de choses à prendre en compte. Et selon les accords d'entreprise, Oui, tout ce qui va être décidé en termes d'avantages, de droits, d'options, voilà. Enfin, aujourd'hui, il y a quelque temps, j'étais avec une responsable RH qui fait partie de mon club de Toastmaster, de prise parole en public, et elle avait fait carrément une intervention auprès de ses salariés pour leur expliquer la fiche de paye parce que c'est bien sûr. tellement complexe. C'est tellement complexe et on voyait bien que même elle, euh, c'était clair dans sa tête parce qu'elle était un peu technicienne aussi du sujet, mais pour ramener ça, vulgariser ça et le Oui. ramener à quelque chose de compréhensible par les salariés, c'était pas si gagné que ça.
Et donc, comment on peut faire pour, justement, on a plein de tâches, alors qu'est-ce qu'on peut déléguer ou pas? Et puis je pense que peut-être tu vas nous dire que ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. Si on est une TPE, une PME, bon, un grand groupe, on n'en parle même pas, on va enlever ça de la discussion parce que comment dire, on est sur on est sur des capacités où on peut sectoriser, où on peut découper plus les tranches. Mais je dirais une petite entreprise ou une PME ou une ETI, ben, comment on fait pour, quand on est RH, pour justement avoir encore du temps pour réfléchir, avoir du temps pour se former individuellement? Comment on peut faire ça? Alors déjà, il faut bien avoir en tête que quand on est un professionnel des ressources humaines, on n'est pas forcément compétent sur 100% des sujets qui entourent la fonction. Typiquement, moi demain, je n'irai jamais assister à une organisation sur un prud'homme. C'est pas mon truc et j'ai pas les compétences. Donc, je préfère envoyer un de mes clients auprès de quelqu'un qui sera compétent pour l'accompagner, parce que ce ne sont pas les axes que moi j'avais choisi de développer à l'école ou en sortie d'école, parce qu'une fois de plus, tout ce qui était litige, contentieux, etc., c'était pas mon truc. Mais on ne demande pas forcément à un ou une RH de tout savoir faire sur son métier. Hmm. Il y a des sous-métiers. En fait, la direction des ressources humaines se fait accompagner de collaborateurs pour la plupart des sujets. Par exemple, il y a un service recrutement, il y a un service qu'on appelle ADP, administration du personnel. Donc justement, gestion de la paye, gestion des congés, mutuelles, etc. On va dire tout ce qui va être grosso modo administratif. On a une fonction qui est émergente depuis quelques années, qui va être le Chief Happiness Officer, qui va s'occuper justement des séminaires, des rencontres entre collaborateurs, des anniversaires, de ce genre de choses. Ou parfois on a, comme par magie, une corbeille de fruits frais dans la cafétéria. Et ben généralement, c'est le Chief Happiness Officer qui s'est occupé de la commande et ce genre de choses. D'accord. Et Et c'est puis, un lien avec le CSE, certainement? pas forcément. Pas forcément? On peut très bien avoir des actions comme ça en interne sans CSE. Hmm. C'est juste la volonté de la part de la direction de faire des choses pour les collaborateurs, Hmm. prévenir aussi des risques psychosociaux et mentaux Hmm. et de favoriser le bien-être. Donc, D'accord. on peut très bien s'inquiéter du bien-être et des plaisirs de ses collaborateurs sans qu'il y ait de CSE en place. Hmm. Donc voilà, donc on peut découper la fonction RH en plein de petits pôles avec une ou deux personnes qui prennent l'ensemble de ces questions ou qui sont réparties sur tous les sujets. Ça peut être une façon de faire quand on est une structure déjà avec une taille assez conséquente. Hmm. En revanche, tout à l'heure, tu parlais de TI ou de TPE. Là, on est d'accord que pour une structure de 10 personnes, on ne va pas avoir un recruteur, Hmm. un gestionnaire de paye, C'est sûr. etc. Euh, et là, la clé dans ce genre de configuration, ce sont les process. Hmm. Si on met en place des process bien rodés, connus de tous, oui, des process partagés, ça nous permet déjà de ne pas être seul sur les responsabilités et la gestion de tous les sujets, euh, mais aussi de savoir où on va Hmm. nous-mêmes et de ne pas se laisser dépasser par les actualités ou les urgences. Mais effectivement, organisation et process sont vraiment indispensables. Il faut savoir aussi qu'il y a un calendrier RH. On a il y a des périodes bien connues par les RH pour Hmm. certains sujets. Je pense notamment, par exemple, à tout ce qui va être taxe d'apprentissage. Il y a une période pour ça, etc. Donc, nous, on le sait, et on est normalement en capacité de s'organiser en amont pour tous les événements à venir. Donc, il faut qu'on ait un calendrier RH et pour les événements qui ne sont pas
uniquement inhérent à la structure qu'on représente, mais aussi évidemment un calendrier interne, Hmm, par exemple comme la campagne d'entretien annuel ou d'entretien professionnel. hmm. Et tout ça se prépare en amont. Oui, puis les fois les séminaires d'entreprise, des choses Par comme ça, exemple, qui sont des événements importants dans l'entreprise où il y a des messages clés à faire passer, où il y a exactement, ou peut-être rien que la gestion de l'événementiel peut être exactement. à gérer par la fonction RH. Et puis, il Ok. y a quand même des grands rendez-vous légaux à ne pas louper. Hmm, J'entends, par exemple, une confirmation ou un renouvellement de période d'essai, hmm, ce genre de choses. On connaît nos dates. Enfin, on sait à partir du moment où on a intégré un collaborateur et qu'on le suit bien, hmm, qu'il y a un certain nombre de rendez-vous à prendre pendant sa période d'intégration pour savoir comment ça se passe de son point de vue, du point de vue de ses équipes. Et puis effectivement, ne pas louper les coches et les délais légaux que nous avons pour prendre des hmm, décisions. hmm. Oui, puis il y a une fonction, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, enfin on l'a évoqué tout à l'heure, mais pas là dans cette deuxième partie. Deuxième question, c'est toute la gestion de la formation et de la compétence, de suivi, formation continue, développement et maintien des compétences, mais aussi tout ce qui est lié pour certaines entreprises, par exemple aux habilitations. Encore les habilitations, ça reste des fois pas le plus compliqué en soi, parce que à partir du moment où on a trouvé son organisme de formation, on connaît les dates, bon, on peut essayer de faire matcher les choses. Ce qui me semble des fois pas forcément évident, c'est la montée en compétence des gens ou le maintien en compétence des personnes. Et c'est un vrai travail parce qu'il faut, bon, et tu l'as dit tout à l'heure, il faut déjà beaucoup de relations avec les managers. Parce que c'est pas non plus la fonction RH qui va décider que telle personne elle a besoin de telle ou telle chose. C'est d'abord le manager d'équipe qui va identifier des besoins dans son équipe ou voilà. Bon, il n'y a pas que les entretiens individuels hein, Non, qui servent à mais ça. les Euh, RH peuvent poser aussi les bonnes questions aux managers pour les hmm, aider à se faire une idée de leurs besoins. d'accord. C'est aussi pour ça que je parle d'accompagnement, parce que un manager, il va être auto-focus sur son équipe, ce qu'il doit délivrer, ses problématiques à lui, Hmm, et bah, il sait qu'il a tel objectif pour telle période, et en fait, lui, il va faire en sorte de trouver les moyens d'aller chercher à atteindre ses objectifs de façon comment dire, stricto opérationnelle. hmm, Mais le fait est, il y a peut-être d'autres questions à se poser pour aller chercher à atteindre ses objectifs. hmm, Et moi, je considère que les RH sont aussi là pour ça, pour soutenir les managers et certaines équipes, en les aidant à prendre un petit peu de recul ou de hauteur sur leur propre quotidien ou leur propre façon de faire, et les aider à se poser peut-être certaines questions, à y voir hmm, clair, à démêler certains sacs de nœuds, etc. Enfin, de mon point de vue, on est aussi là pour ça. hmm. Oui, la fonction RH, comme je disais tout à l'heure, elle va soutenir et assister la direction, mais elle va aussi soutenir et assister les managers dans la conduite de leurs équipes, dans le maintien des compétences, dans la réussite de leurs objectifs. Elle a un rôle important à jouer avec les managers. Voilà. Bien sûr. Ok, donc tout ça, ça se tisse avec une volonté certainement, toi qui as vraiment au cœur de cette fonction, volonté des dirigeants, volonté des RH et de travailler avec les managers là-dessus. Oui, et puis il faut être en capacité d'embarquer tout le monde. Hmm, Et pour l'être, il faut aussi s'en donner les moyens, c'est-à-dire, une fois de plus, être sincère en fait dans tout ce qu'on entreprend, le faire avec cœur, le faire avec méthode, et montrer notre envie de collaborer et d'être un partenaire de confiance pour hmm, chacun. hmm, Du collaborateur qui a la fonction hiérarchique la plus basse dans l'organigramme jusqu'au dirigeant. hmm. Il faut vraiment être le partenaire de tous. Enfin, en tout Ouais. cas, pour moi, c'est ce qui fait que le rôle est épanouissant aussi et stratégique. Et d'ailleurs un des points, un des endroits où on voit bien
Moi, à chaque fois que je suis amené à y être ou à lire des rapports, le CSE. Euh, Quand on est dans un CSE ou quand on travaille avec le CSE, c'est là où on voit très vite, on capte très très vite les relations qu'il y a avec la fonction RH et le reste de l'entreprise. Oui, C'est vraiment le milieu pour moi sur lequel moi je peux être plus à même d'intervenir et c'est vraiment très parlant. On capte énormément de choses à ce niveau-là bien sûr. par rapport à ce que tu viens de dire. Voilà, l'implication, comment le côté confiance, mise en confiance, c'est-à-dire que voilà, je fais les choses, mais et puis ça permet. Je j'ai publié un post sur les bases, bâtir une culture, culture sécurité. Et parmi ces choses-là, ben, il y a construire cette confiance avec les gens qui permet, et cette confiance et cette transparence aussi, qui permet derrière aussi d'affronter les difficultés de l'entreprise. Parce qu'en fait, quand on sent que on peut se parler, qu'on peut évoquer les choses et Oui. que mettre les choses à plat, qu'on a réussi à tisser ces relations-là, eh ben, on arrive à dépasser plein de choses dans l'entreprise. Parce qu'une entreprise, je rappelle que ben, c'est fait de haut et de bas et que c'est pas toujours rose et c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et que c'est en Euh, perpétuelle évolution. c'est ça, il y a une adaptation Oui, qui est de plus en plus permanente à faire et tout l'enjeu, c'est d'embarquer les collaborateurs avec nous. Et donc, c'est cette relation RH globale, hein, je dirais, de l'entreprise, cette culture RH de l'entreprise et des relations humaines, elle est primordiale pour avancer, pour que une entreprise soit performante et qu'elle avance vite. oui, tout à Et c'est fait. pas une question de taille d'entreprise, hein, parce que Non, 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 je dois évidemment voir pas. aussi des TPE qui sont très très bien sur ce sujet-là, comme d'autres très mauvaises, et pareil sur des PME et des grands groupes, pareil aussi. Voilà, il n'y a pas de, c'est une question de volonté, de culture, Bien sûr. Tu sais, moi, j'ai fait le début de ma carrière en ce qu'on appelle les ESN, donc Société d'ingénierie informatique. Hmm. Pour expliquer brièvement le concept, c'est qu'en fait, donc la structure, l'ESN, embauche des... Moi, j'étais spécialisée en IT pour la finance de marché. Donc, on embauchait des développeurs informatiques, des gens spécialisés dans l'informatique autour de systèmes d'information complexes. Et on les mettait en mission chez nos clients. Nos clients étant des grandes banques d'investissement, entre autres, des assureurs, etc. Et en fait, nous n'étions, entre guillemets, qu'un intermédiaire entre collaborateurs et clients finaux. Et moi, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu dans ce milieu-là en expliquant que je n'étais pas passe-plat et que je continuerais à m'intéresser à la vie du collaborateur, même si je ne le voyais pas tous les jours, puisqu'il était détaché en mission, et que je restais garante de son évolution, de son épanouissement professionnel, etc. Euh, et en fait, j'ai compris à cette époque, parce que il y a des grosses structures, j'en nommerai aucune pour ne pas faire de tort, mais il y a des grosses structures bien connues qui sont généralement catégorisées comme des usines, où les collaborateurs sont juste des numéros de fiches de paye, etc. Et il y a des plus petits acteurs qui surfent justement sur cette image-là en disant, mais nous, on est tout petits, c'est à taille humaine, c'est familial, Hmm. vous verrez, on vous connaît tous, etc. Et moi, j'ai débuté dans ce milieu-là, dans une petite structure, tout petite. Et on m'avait justement inculqué ce discours de on est petit, donc forcément on est meilleur que les plus gros, parce qu'on se connaît tous. Hmm. Mais en fait, j'ai très vite compris que c'était du flan. Hmm. Parce que, une fois de plus, taille humaine ne veut pas forcément enfin, être source de qualité. Bien sûr. C'est une fois de plus une question de volonté de la direction Hmm. et du dirigeant. Et tout comme il y a des gros acteurs qui, oui, effectivement, sont des usines, on va pas se mentir, mais Hmm. il y a des gros acteurs qui cherchent réellement à bien faire les choses Hmm. et à être suffisamment bien entourés pour pouvoir mettre en place des choses ou des process significatifs,
qui réussissent à fidéliser des collaborateurs depuis des années. Et c'est pas uniquement pour une fiche de paye, parce que c'est un milieu tellement concurrentiel que les collaborateurs peuvent sauter de structure en structure pour justement aller chercher une meilleure offre ailleurs. Hmm, Donc, à un moment donné, s'ils arrivent à fidéliser, c'est quand même qu'il y a des atouts en fait en interne. hmm. Donc non, bien sûr que la taille de l'entreprise ne veut rien dire et que tout est question de volonté et d'énergie interne. Oui, oui. Et puis, même, tu vois, dans les grands groupes, on ne peut pas généraliser parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle les business units, enfin, Tout à des fait. unités de métier, de travail. Et on peut très bien, quand on travaille avec au sein d'un grand groupe, on voit que ben, on va être dans une branche métier où on voit que ben, quand même, il y a une volonté, une culture RH qui s'est tissée qui fonctionne à peu près bien. Enfin, en tout cas, il y a des points communs, hein. Il y a des choses communes au groupe parce Oui, que bien sûr, il y a des on va process pas communs. développer des Oui, outils par oui. branche et tout. Mais on voit qu'en termes de gestion des compétences, gestion humaine au quotidien, ben, ça se passe différemment que dans une autre branche métier. Et oui, Parce que, en c'est gros, une question de où personne. la volonté, la structure fait, ou des fois même l'historique métier. C'est-à-dire qu'en Oui. fait, des fois, l'historique métier joue aussi dessus. C'est-à-dire que on va avoir, dans un groupe, on va avoir des métiers extrêmement différents qui ont des historiques différentes. Des fois, ben, par exemple, aujourd'hui, vous allez avoir une branche qui va se créer, donc on va partir de zéro. Donc, ben, selon le dirigeant, ben, on construit une culture nouvelle et puis avec des gens qui sont de notre métier. Mais si par exemple vous êtes dans une branche où historiquement on a racheté des entreprises, on a racheté des petites structures, on a plein de choses comme ça avec des cultures différentes, eh ben là on peut s'apercevoir qu'effectivement on a ben, quelque chose qui est un peu fracturé et qui est pas évident quoi, à gérer. Ok. Euh, alors, pour finir sur ce premier point, là, sur un peu les compétences, enfin, le défi et les Mhm. compétences RH, ben, ça serait quoi pour toi des compétences clés que les RH peuvent développer, et surtout dans le monde actuel des entreprises? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a des difficultés à recruter, on a des difficultés à fidéliser. Euh, à maintenir les compétences, c'est vraiment un sujet que je ne peux pas développer dans ce podcast parce que c'est tellement un sujet qui me tient à cœur. Parce que, en plus, je suis persuadé pour moi que dans les 5 ans à venir, on va avoir de graves difficultés dans beaucoup d'entreprises parce qu'on a beaucoup de départs à la retraite avec des compétences non modélisées, non transférées. Donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est quoi les compétences qu'un professionnel RH ou même quelqu'un un jeune, hein, on pourrait dire, qui sort des études et qui se dit, tiens, voilà, moi j'ai une appétence pour ça. Est-ce que je fais bien d'y aller ou pas? Voilà, quelles seraient les compétences que tu observes, toi, et qui sont vraiment importantes pour un RH aujourd'hui? Eh ben, écoute, quelque chose qu'on ne voit pas assez et je suis persuadée que dès la formation, il devrait y avoir systématiquement un module, c'est le coaching. Coaching qui a été une révélation pour moi ces dernières Mm, années et dont je prends conscience vraiment de la force et de l'importance. Et je suis à peu près persuadée que ça pourrait faire du bien à toutes les organisations. Si les professionnels des ressources humaines avaient des notions de coaching, mm, ça pourrait vraiment désamorcer plein de difficultés. Ça permettrait d'aider un dirigeant aussi à gérer son stress, à garder un équilibre pro-perso. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, je pense, pourraient être soldées grâce au coaching. mm. Euh, Ça se relie au savoir-être qu'on disait tout à l'heure, qui est extrêmement important dans la compétence RH oui, et puis à la compréhension de de l'autre. l'autre. Ben oui, mais Euh, et puis aussi en coaching, enfin attention, moi j'ai choisi de suivre une formation assez costaude parce que je voulais justement avoir un vrai cursus éprouvé. Je suis retournée sur les bancs de Paris-Dauphine. mm, Et en fait, en coaching, on nous apprend aussi, enfin en tout cas dans cette formation, on nous apprend également beaucoup de petites méthodologies
Plein de petites choses qui peuvent être dupliquées, servir Hmm. à tous. Et donc, c'est venu enrichir ma propre boîte à outils à la Hmm. base. Donc oui, des notions poussées de management, gestion de l'humain slash coaching, pour moi, seraient vraiment inévitables pour Hmm. un bon professionnel des ressources humaines. Euh, après, on gère de l'humain, hein, donc c'est pour moi ce qui me paraît être vraiment indispensable. Hmm. Aller aussi sans cesse vers de l'innovation, s'interroger sur quels sont mes outils de demain, quelles sont les méthodes de demain, ne pas rester dans des méthodes archaïques ou en tout cas qui ne nous permettent pas d'évoluer en interne. Hmm. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, alors tous les métiers, hein, là je parle pas que du RH, souvent quand on est salarié dans une entreprise, on attend que les informations et le savoir autre arrivent de l'entreprise. Et Et oui. c'est très difficile. Alors c'est vrai que nous qui sommes entrepreneurs, je dirais, on a cette démarche, on est obligé d'aller faire de la veille, d'aller chercher ailleurs, à l'extérieur, de connaître notre métier, notre expertise. Euh, et c'est pas toujours évident quand on est dans une entreprise d'avoir cette démarche-là, d'aller dans des réseaux professionnels où on va échanger avec d'autres personnes et tout ça. Est-ce que tu as des pistes que tu pourrais conseiller à des responsables RH sur lesquels elles pourraient aller se renseigner, je sais pas, des magazines, des sites, des réseaux. Alors déjà, tout simplement le groupe Meetup qui offre quand même beaucoup de choses. Alors d'accord, principalement à Paris, mais pas que. Le Euh, groupe, tu m'as dit? Meetup, Ah, tout Meetup, simplement. oui. Oui. Après, Alors, Meetup, il y a des. Alors, moi, je connais bien, je connais ça sur Toulouse, sur des associations, mais qu'est-ce on trouve des groupes RH sur Meetup? bien sûr, D'accord. oui, on trouve des groupes RH, on peut rejoindre aussi des organismes ou des organisations. Typiquement, je sais qu'il y a régulièrement, alors une fois de plus hein, en région parisienne, mais ça commence à venir aussi en province et dans les grandes villes. Il y a des trophées, par exemple, RH ou de l'innovation RH. Il y a pas Hmm, mal de choses comme ça auxquelles on peut s'intéresser. Moi, je suis aussi une addicte de LinkedIn parce que mine de rien, hmm, ça nous permet quand même d'avoir accès à des milliers et des milliers de personnes et de professionnels. hmm. Et il suffit de suivre les bonnes pages et les bonnes personnes pour vite avoir accès à à de la formation facilement. Donc, Et puis sur LinkedIn, il y a quand même toute une communication et un réseau RH qui est extrêmement développé. exactement. Et une fois de plus, Euh, il y a des groupes aussi sur LinkedIn. Il y a des Donc, groupes, oui, aussi, oui, tout à fait. Et même en termes de formation, de petites formations, des micro-formations sur oui, LinkedIn, il y a de quoi faire, surtout enfin, dans le domaine RH, il y a vraiment de quoi faire. Parce ouais, qu'en plus, tu parlais d'innovation, il ne faut pas oublier que la France, on n'est pas tout seul, hein. Je veux dire, la ressource humaine, je ne parle pas de la bien sûr. fiscalité, des choses réglementaires, mais la gestion de l'humain, c'est à travers le monde, hein. Donc, sur LinkedIn, il y a des formations qui peuvent vous apporter vraiment du contenu, des pistes. Et Ou de c'est des choses, l'inspiration, c'est euh, sûr. ou même de l'inspiration. Oui, ou de l'inspiration, c'est ça. C'est-à-dire, ou des questionnements, se dire, OK, C'est ça, tiens, ils disent ça comme ça, comment ça se passe dans mon entreprise? exactement. Voilà, est-ce que je suis bien? Parce que des fois aussi, c'est bien de se rassurer. Parce que Exactement. c'est un peu, on va en parler tout à l'heure, mais c'est un peu le problème aussi quand on est RH, c'est que des fois, on se sent un peu seul. Avoir aussi d'autres visions. Et puis quand on est dans des réseaux RH et qu'on va avoir une autre personne RH qui nous parle d'une solution qu'elle a trouvée ou de problématiques qu'elle a rencontrées, rien que de ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous Bien permet de sûr. dire, attends, mais je suis pas tout seul, tout seul, toute seule à me poser ce genre de questions. Et tu vois, Et, je te parlais du coaching. En coaching, la supervision est obligatoire. Et la supervision, c'est exactement ça. C'est pour pouvoir respecter le cadre confidentiel des échanges qu'on a avec nos clients ou nos bénéficiaires. hmm, On peut évidemment pas parler de ce qu'on rencontre avec qui que ce soit.
sauf des superviseurs agréés qui sont des coachs professionnels eux aussi. Et ce sont les seuls auprès de qui on peut venir chercher conseil ou tout simplement expliquer par quel angle on a pris le problème et venir un petit peu challenger nos méthodes, nos outils, etc. pour Mm. s'assurer qu'on continue à rester sur le droit chemin et à bien faire les choses. Mm. Donc oui, enfin, pour moi, c'est important de discuter comme ça entre professionnels, de se challenger, de se questionner et de venir voir un petit peu comment on fait ailleurs. Mm. Ok. Bon, ça, c'est extrêmement intéressant. J'ai noté deux, trois choses. Là, j'irai regarder s'il y a des choses que je peux relayer dans la description en lien après. Et une dernière compétence clé pour les RH, Mhm. ça paraît bête à dire, mais c'est la gestion de projet. Ah oui. Parce qu'on a en fait, ce sont des projets de grande envergure, hein, les projets Mhm. qui nous sont confiés. Mhm. Et on en a beaucoup en simultané. Donc effectivement, la gestion de projet, une bonne gestion de projet sera clé pour venir conjuguer justement organisation, outils, process, etc. Très important. Oui, et puis dans la gestion de projet, la notion que bon, on ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'on est une équipe, on conçoit une équipe de projet. Donc, euh, et le suivi et tout ça, ouais, c'est un. Alors après, il y a plein aujourd'hui, il y a plein de stratégies, il y a plein de méthodologies de gestion de projet. On peut parler des méthodes agiles ou autres, hein, peu Oui. importe. Mais effectivement, quand on n'a pas cette formation-là initialement, aujourd'hui, ouais, je suis assez d'accord avec toi que aussi Ou l'état ça. d'esprit. Hmm. Déjà, rien qu'être dans l'état d'esprit de la gestion de projet pour se questionner sur, OK, quelles sont mes ressources, de quoi j'ai besoin, Hmm. c'est déjà, ça paraît bête, hein, ce que je Oui, dis, oui. mais malheureusement, j'ai vu trop de professionnels foncer tête baissée en se disant, OK, on m'a confié ça, bim, bam, boum, donc to-do list et compagnie. Attends, avant de faire ta to-do list, pose-toi 2 secondes et questionne-toi sur quels sont les réels objectifs de ce projet, parce que parfois on a des objectifs annoncés qui ne sont pas euh, la vraie demande associée. Demande-toi aussi qui sont tes équipiers, enfin, avec qui tu peux collaborer sur enfin, sur ces choses-là. Hmm. Et le fameux qui, quoi, comment, où. Enfin, voilà, je vais pas vous apprendre quoi que ce soit, mais c'est le simple fait d'être dans cet état d'esprit-là, de se poser les bonnes questions avant de foncer tête baissée, peut tout changer. Hmm. Ouais, c'est ça. En fait, enfin, dans plein de domaines, on dit la préparation, c'est 50% de la réussite. Et oui, Mais c'est effectivement ce qui évite de faire des allers-retours, trop d'allers-retours. Bah, il n'y a jamais un projet qui se déroule comme prévu, hein. non, Un de mes mentors en prévention dit un projet ne se passe jamais comme on l'a prévu au départ et à cela, il faut s'y attendre. Euh, mais effectivement, ça réduit les allers-retours, ça réduit les tâches supplémentaires, ça permet de faire moins de choses au dernier moment et que l'urgent reste de l'urgent. et oui. C'est-à-dire que voilà, ça permet d'être plus à même d'être moins, enfin, de répartir la charge aussi. Ok, bon, très intéressant. Mm. Dans cette deuxième partie, on va aborder un sujet qui est pas courant et qui est on entend peu parler dans le domaine RH. C'est l'importance d'avoir un regard extérieur. Parce que comme je disais tout à l'heure, bien, quand on est RH, on se sent souvent un peu seul. Et c'est d'ailleurs une des causes qui va faire que les personnes quittent ce métier-là parce qu'au bout d'un moment, à force d'être seul et de plus savoir, de plus trouver de solution, eh bien, on prend la porte la porte de sortie de ce métier-là, qui est vraiment un métier extraordinaire, et on perd des gens des fois vraiment des gens de qualité, hein, parce que voilà. Et donc, je voudrais aborder un peu ce sujet-là d'avoir un regard extérieur quand on est RH. Donc Laura, toi, tu es consultante. Oui. Et en quoi un regard extérieur peut-il apporter une valeur ajoutée aux pratiques RH de quelqu'un qui est en interne?
Alors, déjà, moi, je suis consultante et RH à temps partagé. Temps partagé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne travaille pas forcément à temps complet tout le temps pour la même structure, mais que je vais travailler simultanément pour plusieurs entreprises. Parce que, on l'évoquait tout à l'heure en fonction de la taille et du nombre de collaborateurs qu'on accompagne, une toute petite structure, voire même maintenant l'ère des startups, ne va pas forcément avoir les mêmes besoins qu'une plus grosse PME. Donc, on ne va pas avoir besoin de quelqu'un à temps plein tout le temps sur la fonction RH. Donc, effectivement, moi, aujourd'hui, je me mets au service des structures qui soit veulent faire appel à un RH externalisé et qui n'ont aucune ressource en interne dédiée à ce métier-là, ou soit venir en renfort en tant que consultante sur certaines problématiques, sur certains sujets, ou pour venir remettre à plat certaines choses, etc. Euh, L'avantage, c'est que bah, déjà, on est fonction support, ça coûte cher. Ça permet à certaines structures de s'alléger un petit peu et de ne faire appel à de la prestation RH que quand elles en ont besoin. Alors, je m'entends. On a toujours besoin de la prestation RH. Mais une fois de plus, pas forcément, comme je le disais, à temps complet, 5 jours Hmm. sur 5, etc. Euh, Là, au moins, ça permet de mettre en place des forfaits qui sont adaptés aux besoins de la société et ne pas venir alourdir des coûts parce qu'on a quelqu'un en permanence sur un poste qui n'a pas besoin d'être occupé en permanence. Hmm. Euh, Très souvent, on est auto-focalisé sur ce qu'on vit, ce qu'on met en œuvre, sur le fait qu'on n'atteint pas les objectifs. On s'est souvent fait nos propres avis sur pourquoi, comment, qui, etc. Euh, c'est comme pour tout dans la vie, hein, pour tout sujet. C'est toujours bien d'avoir un regard extérieur pour absolument tout. Euh, Bah là, sur la gestion des ressources humaines, c'est la même chose. Nous, on va venir, en tant que consultant, on va venir être un acteur objectif et inintéressé de la situation pour faire mettre un coup d'éclairage sur la situation qui pose problème. Le fait d'être à temps partagé et d'avoir l'expérience de plusieurs structures, plusieurs mondes aussi, plusieurs secteurs, Hmm. bah, vient nous permettre d'avoir une approche un peu différenciante auprès des acteurs et venir leur apporter des idées ou poser des questions qu'ils n'avaient pas forcément envisagées jusque-là. Par exemple, me concernant, moi, j'accompagne des structures de la start-up, voire la TPE, à la multinationale. Évidemment, on ne s'adresse pas de la même manière à l'une et à l'autre, mais pour autant, il y a des façons de faire pour l'une qui convient à l'autre et vice-versa. Donc, ça me permet de venir avoir un regard différent et que les acteurs concernés n'auraient pas forcément eu parce qu'ils sont trop omnubilés par ce qu'ils vivent, eux, et par Hmm. ce qu'il se fait dans leur secteur, et ils ne prennent pas forcément le temps de venir ouvrir d'autres portes. Hmm. Nous, on est aussi là pour ça. Après, on va pas se mentir, un acteur extérieur, ça fait du bien. C'est de la, c'est de la fraîcheur, c'est de la chair fraîche, c'est du sang neuf. Et il y a toujours une petite part d'excitation quand on annonce notre venue auprès des équipes, parce que ces équipes-là, soit elles s'auto-stimulent en se disant, oh là là, il faut que je fasse bonne impression. Donc, ça va venir générer naturellement quelque chose de moteur. Soit elles vont se dire, ah, c'est super, on va pouvoir apprendre d'autres choses, on va pouvoir avoir d'autres points de vue, on va pouvoir s'épancher auprès de quelqu'un qui n'a pas déjà une idée préconçue. Et donc, il y a ce petit vent de fraîcheur qui fait du bien. Et attends, je veux juste t'interrompre là-dessus. Dis-moi. Euh, et si ça se passe pas bien dans l'entreprise? Oui.
Parce que là tu dresses une image positive. Les gens vont donner une image positive. Mais si ça se passe pas bien et que les salariés se disent, euh, ben, on va lui montrer, tiens, que c'est quelqu'un d'extérieur, on va lui montrer que ça marche pas comme, que ça marche pas bien chez nous. Eh ben, elles le prennent comme une opportunité d'être entendues et de pouvoir avoir quelqu'un de neutre et d'objectif Mhm. qui va faire un point de situation qui ne sera pas biaisé. Mhm. Donc, elles le voient d'un très bon œil aussi. Moi, j'ai eu l'opportunité de pouvoir désamorcer beaucoup de situations, de mettre le doigt sur des cas de harcèlement moral, ce genre de choses, parce que justement, les collaborateurs m'ont parlé parce que j'étais externe Mhm. et ils voyaient bien qu'il n'y aurait pas de conséquences s'ils me parlaient autre que faire changer les choses. Mhm. Euh, Oui, c'est ce qui se passe quand je fais des diagnostics sur et la oui, culture sécurité, puisqu'on arrive de l'extérieur et donc bon, après il y a la façon dont on aborde les gens hein, et dont on met en confiance bien les sûr. gens, mais effectivement on capte et on collecte des informations qui permettent derrière de les prendre en compte dans un plan d'action. Voilà, donc ouais, c'est OK, d'accord. Et Donc, tu vois, typiquement, pour donner un exemple très concret, euh, j'ai quelques missions pour plusieurs structures pour lesquelles je suis en charge chaque année de la campagne d'entretien annuel. hmm, Pourquoi? Parce qu'on est sur des structures qui sont vraiment à taille humaine. Généralement, on reprend ce terme de petite famille. Tout le monde se connaît, tout le monde a hmm, presque grandi ensemble parce que généralement, ce sont des collaborateurs qui sont là depuis des années, etc. La frontière entre le pro et le perso devient très limite, puisque ce sont des gens qui se côtoient en dehors du travail, qui connaissent les enfants des uns, des autres, les vies hmm, des uns, des autres, etc. Et moi, j'ai une dirigeante qui a eu cette lucidité de me dire, je sais que là, j'arrive à un stade où je ne suis plus capable d'être objective. Ce sont mes enfants pour la plupart. Enfin, ils sont alternants. Enfin, ils ont démarré avec moi en tant qu'alternants. Je les ai vus grandir. Je connais toute leur vie. Je suis invitée à leur mariage. Et là, j'ai atteint ma limite d'objectivité. hmm, Je ne pourrais pas leur faire passer les messages que je veux leur faire passer quand il s'agit de recadrage parce que je j'arrive pas à faire ça avec eux. hmm, Ou dans d'autres cas, il y a eu des choses cette année qui ont laissé des traces. Et là, je sais que je suis impliquée émotivement parlant d'un point de vue personnel hmm, et j'ai peur de manquer d'objectivité dans la gestion de leur carrière parce que je leur en veux pour ça ou ça. hmm, Et donc, on fait appel à moi pour avoir cette posture justement d'objectivité hmm. et de sans affect pour pouvoir venir prendre les bonnes décisions, éclairer les bons chemins et être en fait juste et Oui, oui. droite. Hmm. Donc, il y Oui, a ça aussi qui facilite les choses parce que nous, on n'a pas vécu les conflits qu'il y a pu avoir durant toute l'année, on n'a pas vécu les petites choses qui nous agacent au quotidien, la soupe à la grimace le lundi matin. Et donc, on est vierge, on est neutre. oui. Et c'est principalement enfin, dans la majorité des cas que j'adresse, c'est souvent ce qui manque, Hmm, hmm, côté frais, et pas encore impliqué au sein de la structure. hmm. D'accord. Oui, tu connais la structure, mais tu gardes, vu que Je tu la n'es pas connais plus. d'un point de vue stratégique. Voilà. Hmm, Je connais les individus pour leurs compétences et leur personnalité. Mais je ne suis pas impliquée dans leur quotidien, dans le sens où je ne suis pas impactée par les humeurs des uns, des autres, par les hmm, ragots, par l'historique ou les clans, etc. Moi, je suis juste focalisée sur le fait de faire avancer quelqu'un au sein d'une organisation et que ce soit au service aussi de son bien-être et de son évolution. hmm. Mon Ouais. rôle, je suis là, rien Rester d'autre. objectif et factuel face Ça. à la situation et proposer ou prendre les décisions qui. Et je vais Voilà. même aller plus loin. Je m'en fiche qu'on ne m'aime pas.
Je Oui. m'en fiche que je sois taxée pour la méchante ou Mm, l'empêcheuse de tourner en rond. mm, Je suis pas là pour ça, moi. mm, Moi, je suis là pour remettre une situation sur les rails ou en tout cas mettre en place quelque chose. mm, Donc, il y a une chose qui m'importe, ça oui. Entre nous, je leur dis jamais, mais oui, j'ai besoin d'embarquer les gens, qu'on croit mm, en ma vision, qu'on croit en moi en tant que professionnel. mm, Mais je m'en fiche qu'on m'aime bien, moi Laura, je m'en fiche qu'on m'aime bien. Qu'on n'ait pas les mêmes goûts musicaux, qu'on n'ait pas les mêmes choix de vie, les mêmes envies de vacances. Ça n'a aucun impact pour moi. Et donc, en mm, fait, c'est un, c'est un sacré atout pour une direction ou une DRH d'avoir quelqu'un comme ça qui peut endosser finalement les mauvaises décisions ou les mauvais choix, les mauvais dans le sens vu par leurs collaborateurs oui. comme tel. Parce que moi, là, dans certains cas, je viens, je repars. Donc, qu'on me prenne Mm, en grippe, il n'y a pas de souci. Et très souvent, je me porte même volontaire auprès de la direction pour faire passer certains messages. Parce que je sais que eux, ça les soulage, je sais que ça fera avancer l'organisation et je sais que ça n'a pas d'impact négatif pour moi. mm, Tout le monde est gagnant. mm. Et euh, souvent, par rapport à ce que tu dis, on a tendance à faire appel à un consultant ou à un médiateur ou autre quand c'est vraiment tard. C'est-à-dire, en fait, quand on a atteint un niveau presque des fois Et de oui, non-retour, de divorce, si je peux employer un terme bien autre. sûr. Euh, Qu'est-ce que tu recommandes justement pour faire appel à quelqu'un d'externalisé dans le domaine RH? Est-ce que à quel moment dans la vie d'une entreprise ou dans des événements d'une entreprise, ben, c'est intéressant de faire appel à quelqu'un d'extérieur? C'est toujours intéressant. Je le disais en introduction tout à l'heure, dans toute situation de toutes les vies, c'est toujours intéressant d'avoir un avis extérieur. J'ai envie de dire, il n'y a que des bons moments de faire appel à quelqu'un d'extérieur. En revanche, je suis d'accord avec toi, trop tard, il y a toujours possibilité de reconstruire, de faire quelque chose, mais c'est dommage. Hmm, C'est d'ailleurs pour ça aussi que moi, ma façon de faire, quand je suis appelée par un nouveau contact et que je ne connais pas encore la structure, etc., j'inclus quasiment systématiquement dans mon offre de service le fait de faire un diagnostic ou un audit. Parce que déjà, ça me permet de me rendre compte concrètement de l'état des lieux et de la situation telle qu'elle est pour de vrai, parce que le dirigeant ou les collaborateurs ne vont pas forcément se rendre compte et ne me diront que ce que eux ont analysé, mais hmm, c'est souvent la partie visible de l'iceberg. Aussi parce que je veux absolument être rester dans ce côté objectif. Et je ne veux pas prendre pour argent comptant l'analyse de la direction sur tel ou tel collaborateur ou telle situation ou telle équipe. Je demande toujours à rencontrer les collaborateurs parce que dans une histoire, il y a toujours deux versions. hmm, Et je ne veux pas être biaisée. Donc, donc, pour toutes ces raisons, j'ai envie de te dire, le plus tôt est le mieux. hmm, Euh, mais c'est bon à n'importe quel moment de la vie d'une structure ou d'un cycle de hmm. venir avoir une petite analyse ou un petit diagnostic. C'est Oui. toujours pour apprendre. Oui, alors ça peut être un diagnostic, mais ça peut être aussi pour se dire, OK, j'ai j'ai rencontré quelqu'un qui potentiellement peut m'aider. Les relations sont déjà faites, enfin, le lien est déjà fait. Et au moins dans un premier temps, ben, je sais que j'ai un appui sur lequel je peux, que je peux déclencher si j'ai des besoins. C'est-à-dire qu'en fait, on n'attend pas d'être dans l'urgence Non. pour le faire. Ok. Tu vois, Et là- par exemple, moi, je vais beaucoup intervenir aussi sur tout ce qui va être entretien bah, justement, d'onboarding. Hmm, Parce que un collaborateur, enfin, je vois mal un collaborateur qui vient d'arriver, qui essaye de se faire sa place, dire honnêtement à son manager ou son dirigeant que ça va pas du tout, que
Ça, clairement, ça laisse à désirer, qu'ils se sont trompés sur tel aspect, que tel process n'est pas le bon. Enfin, ça fait vraiment, c'est presque cavalier. Et je peux comprendre qu'on soit mal à l'aise de Mm, venir dénigrer d'une certaine manière tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. mm, Et c'est beaucoup plus facile pour ces nouveaux collaborateurs de l'exprimer à quelqu'un comme moi, qui ne va ni les juger, qui ça leur portera pas préjudice. Au contraire, nous, on peut construire de nouvelles idées ou de nouveaux projets à partir de ce qui nous a été suggéré. Et une fois que la proposition est retenue par la direction, on peut dire, bah, c'est votre nouveau collaborateur qui m'a soufflé les idées. mm, Donc, il faudrait peut-être à l'avenir envisager de l'intégrer dans ce genre de projet ou lui demander son avis sur telle chose. Et donc, ça le valorise aussi, le nouveau collaborateur. mm, Et, euh, et c'est vrai que je suis souvent impliquée dans les échanges d'onboarding, de suivi des collaborateurs, etc. Parce qu'une fois qu'on a goûté à cette neutralité et à tout l'intérêt que ça a de faire appel à quelqu'un comme moi mm, pour faire le suivi des collaborateurs, bah, honnêtement, c'est très, très dur de s'en passer. mm. Parce que tout le monde y trouve son compte. Le Oui. collaborateur est réellement écouté et entendu. Euh, Moi, généralement, quand on me confie des choses, etc., je fais en sorte que les choses bougent. Donc, ils voient que ça bouge pour de bon. C'est une mine d'or pour le manager ou le ou le dirigeant ou le DRH Mm, d'avoir des remontées telles que moi je peux avoir, enfin le type d'information que je peux avoir que eux n'obtiendront jamais en direct par leurs collaborateurs et c'est normal. Et donc c'est une mine d'or pour eux de savoir ce qui se passe réellement dans leurs équipes. mm. Ok. Donc tout le monde est gagnant. Mm. Et, je voulais rebondir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure. Là, donc, tu as fait une formation de coaching. Mhm. Et, et justement, dans la première partie, on parlait de la charge de travail, de l'intensité qui pèse sur les responsables RH. Et comment, en fait, quelqu'un comme toi, qui est externalisé, qui en plus est formé à l'accompagnement des personnes et leur développement professionnel, Oui. comment ça, tu aides, comment ça aide à réduire le stress? La charge de travail des responsables, parce que tu fais pas le travail à leur place, mais comment ça aide à faire baisser ce stress-là? Alors, je fais pas le travail à leur place, si, parfois ça arrive. Ça leur permet de voir que c'est OK s'ils n'ont pas toutes les compétences, qu'il y a des solutions ailleurs. Et donc, je viens en renfort sur certains sujets là où eux se sentent débordés, dépassés ou voire parfois incompétents. Le fait de pouvoir s'épancher aussi fait du bien, de vider un peu son sac. Donc, parfois, quand on collabore, le simple fait de pouvoir discuter et de dire, enfin, le simple fait que je pose la question, comment ça va au quotidien? Là, on sent vraiment ce soulagement en face de pouvoir dire, franchement, c'est l'enfer. Hmm. Parce qu'une fois de plus, mis à part à son mari le soir en rentrant ou à sa femme, à qui on peut le dire ça? Donc, Oui, non, et puis ça a des limites. Je veux dire, il y a des choses où, en fait, aussi, on, on s'autorise pas à le transmettre à l'extérieur parce qu'on sait que on est en train de transmettre un stress à l'autre, à l'autre, donc on garde ça pour soi. c'est ça. Et puis au bout d'un moment, ben moi je le vois régulièrement, hein, ça se transmet au travers des échanges interpersonnels, ça se transmet au niveau des décisions, on est je veux juste le simplifier, plus lucide. Oui. Voilà, à la fois pour communiquer, à la fois pour prendre des décisions. Donc, le simple fait de collaborer avec eux sur certains sujets enlève un poids et du stress du coup qui va avec. Hmm. Euh, c'est bête à dire, mais on rallume la flamme aussi souvent. Nous, on vient frais avec nos envies, nos idées, notre, ce qu'on dégage, etc. Et on vient rallumer la flamme de quelqu'un qui avait perdu goût, en fait, au métier ou
à la fonction. Donc ça y fait beaucoup. Mm, Généralement, on garde toujours contact en plus, même si la mission est terminée, on continue d'échanger. Enfin, moi, en tout cas, je sais que même quand c'est fini, c'est jamais vraiment fini. Je viens toujours aux nouvelles. Ça m'intéresse sincèrement de savoir comment ça évolue, etc. Donc, mm, une fois de plus, ils se sentent moins seuls. Et puis bah, je me sers de tout ce que j'ai appris en management, en coaching, toutes les techniques que j'ai de l'humain, parce que j'ai fait de la neuroscience aussi. mm, Et donc, je me sers de tout ça pour venir enlever les épines qui font mal et appuyer au bon endroit pour activer les bons leviers. mm. Ok. Bon, mais ça, je pense que les personnes que tu accompagnes doivent être vraiment, ça doit changer leur vie. Ça doit vraiment changer leur. En Alors, tout cas, je l'espère, en tout cas, mais il change ouais. la mienne aussi. Ouais. Alors, ben, là, on va aborder le troisième point. Donc, bah, tout de suite. Alors, troisième partie, on est presque à la fin, mais il y a encore des choses extrêmement intéressantes encore dans ce podcast. Alors, troisième partie, Laura. On a évoqué les défis des responsables RH, on a évoqué aussi l'importance d'avoir quelqu'un d'externalisé, ce que ça peut apporter à une entreprise. Mais on sent, euh, tu me diras toi ton ressenti, mais moi je sens que la fonction RH a énormément perdu dans sa représentativité dans l'entreprise et que ça fait partie un peu du constat que les personnes se démotivent pour cette fonction, quittent cette fonction parce que bah, c'est souvent pas des personnes qui viennent de rentrer dans la fonction qui quittent la fonction, c'est des personnes des fois qui ont, à l'heure où on est en train de parler, qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans et plus de métiers. Donc ils connaissent bien leur métier, ils connaissent bien leur fonction et pourtant ils la quittent. Donc comment on peut redonner vraiment de la valeur à la fonction RH? Comme je disais tout à l'heure, ben, c'est une fonction qui a autant de valeur que la fonction financière dans l'entreprise, hein. Sans l'une et l'autre fonctionnent ensemble. Comment on peut faire pour que, les personnes qui sont en place, donc donner des pistes aux entreprises hein, pour que les fonctions qui sont en place, ben, ça se passe mieux, mais aussi donner des envies de vocation. Parce Mhm. que ben, c'est comme le métier d'infirmière, hein. Je veux dire, il faut plus t'entends parler que le métier RH, c'est pas top, ou enfin ou qu'il y a des RH qui disent, ben moi j'ai quitté le métier RH, ben, j'en pouvais plus. Ben, moins ça va forcément, ça peut encourager des vocations dans ce métier-là. Donc il faut redonner un peu de valeur à ce métier. Comment tu penses qu'on peut faire et quelle est un peu ta vision des choses? Alors, déjà, pareil, le b.a.-ba, ça paraît bateau ce que je vais dire, mais tout simplement en laissant leur bonne place au RH, c'est-à-dire en étant réellement le partenaire de tous les collaborateurs. Et malheureusement, très souvent, on est brimé, censuré, euh, voire bypassé. Et en tant qu'RH, une de nos fonctions est de contribuer à clarifier le parcours de chacun en mettant en place de bonnes fiches de poste, les outils pour le job, etc. Bah, j'ai envie de dire, faisons déjà le pour nous-mêmes. Donc, laissons à la fonction RH définir ses rôles et ses missions. Typiquement, moi, quand j'anime des ateliers de management, je commence toujours par ça. Quel est le rôle d'un bon manager pour vous? Et quelles sont les tâches associées à ça? Bah, déjà, permettons au RH de se poser cette question-là. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être un professionnel des ressources humaines? En quoi c'est impactant? Qu'est-ce que tu as envie de faire au quotidien? Pour qui? Comment? Etc. Donc déjà, avant toute chose, une fois de plus, se poser les bonnes questions. Laisser libre cours. Euh, laisser effectivement au RH l'opportunité de s'exprimer et
et de révéler leur art, les outiller, les équiper, leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Et puis, ne en aucun cas participer à ce truc-là qui existe depuis des années de la RH mal aimée, de les RH ne servent à rien, les RH coûtent cher. On ne fait appel aux RH que pour couper des têtes ou j'aime pas être convoqué dans le bureau des RH, etc. En fait, faut stopper ça, faut mettre fin à tout ça ce sont de faux jugements de valeurs et de purs préjugés. Donc, il faut arrêter avec ça. Euh, un RH sincère, motivé, à la bonne place et avec avec l'encouragement et le soutien de sa direction peut vraiment être amené à faire des miracles. Donc, euh, Hmm. donc voilà, c'est vraiment ça. C'est juste, une fois de plus, hein, je reprends mes mots du début, mais c'est devenir le bras droit de la direction. Hmm. Et c'est là, en fait, qu'un RH va s'épanouir, Hmm. parce il sera créateur de valeur, il aura de l'impact dans l'organisation, les gens lui feront confiance, sa direction lui fera confiance, et donc il se sentira valorisé, mais surtout, avant toute chose, à sa juste place. Hmm. Et le métier redeviendra intéressant parce qu'il est tellement riche, ce métier, Hmm. que dès lors qu'on ne lui coupe pas l'herbe sous le pied, qu'on ne redirige pas toute une partie de sa fonction au sein des managers ou d'autres personnes, parce que c'est Hmm. ça hein, qui se passe la plupart du temps, euh, eh ben, on aura des professionnels RH épanouis. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, la bascule de la fonction RH sur les managers. Alors, c'est quoi la différence, hein? Enfin, pour toi, je dirais, c'est quoi le rôle du RH, c'est quoi le rôle du manager dans la gestion de la ressource humaine? Alors, le manager, c'est piloter un collaborateur ou une équipe avec un objectif commun et déjà déterminé. Euh, donc, c'est un pilotage opérationnel. Là où les ressources humaines, en fait, vont venir en renfort auprès du manager pour s'assurer qu'il a tous les outils à sa disposition pour bien piloter son équipe. Euh, S'assurer aussi que tout est fait dans les règles de l'art, parce qu'il y a des règles à respecter au sein d'une Mhm. entreprise. Je dis souvent que les RH sont garde-fous. Et malheureusement, c'est trop vrai. Hmm. Nous, on est là pour s'assurer que les choses sont bien faites pour les bonnes raisons et que ça va dans le bon sens. Hmm. Et qu'un manager ne va pas, sous couvert d'atteindre les objectifs qui lui ont été fixés, ne va pas faire tout et n'importe quoi et n'importe comment Hmm. euh, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, on va venir co-construire avec les managers des stratégies qui visent à atteindre les objectifs qui ont été fixés au niveau de la performance de l'entreprise. Mais effectivement, nous, on va s'assurer que les choses sont faites correctement et que des choses telles que l'évolution des collaborateurs, leur bien-être, etc., ne sont pas malmenées ou non considérées. Hmm. Ok. Ok, Je donc, ne dis pas que les managers ne le font pas. Je dis hmm. juste que certains, malheureusement, seront orientés performance Hmm. et pas assez humains. Oui, Alors que, oui, c'est la euh, performance au détriment de l'équipe. voilà. Voilà. Euh, Alors que clairement, la gestion des humains peut être largement et doit être au service de la performance et vice-versa. Mais Et donc, disons que la performance, au sens moi où je l'entends, c'est une performance durable. C'est-à-dire qu'en fait, on peut s'apercevoir que beaucoup de managers vont répondre à l'objectif immédiat, donc court terme, donc ils vont griller potentiellement leurs équipes, mais sans avoir cette vision à moyen long terme de poursuite de l'après. Et c'est là où justement ben, la fonction RH peut apporter une compréhension, parce qu'après aussi en tant que manager, c'est vraiment comment
comment dire, un constat et qui est fait depuis des années et des années, qui commence à peine à être écrit dans les institutions, c'est que les managers aujourd'hui manquent cruellement Et oui, de formation au management. Aujourd'hui, on voudrait former les gens à faire preuve de leadership alors qu'ils sont déjà même pas formés à être des managers, à manager. Donc, il faut pas tout mélanger. Et effectivement, eh ben, un des garde-fous que tu précises, effectivement, c'est d'être garant que on dépasse pas des limites et qui font, hein, qui vont faire en sorte que derrière, on va griller de la ressource humaine, c'est le premier terme qui me vient, hein, et qui fait que derrière, eh ben, cette ressource humaine, eh ben, on va la perdre. Et on va devoir recruter, mais c'est pas même pas que ça, c'est qu'on va perdre de l'énergie, on va perdre de la productivité. D'abord dans un premier temps, c'est très difficile à chiffrer, mais dans un premier temps, parce que ben, la productivité ou l'énergie, la motivation du collaborateur qu'on aurait grillé, ben, il va décroître progressivement. Très difficile à chiffrer en termes de valeur financière, mais c'est quand même une oui, perte et un coût de non-qualité, un coût bien caché qui est sûr. évident. Ensuite, il s'en va. Bon, ben, on se retrouve avec un collaborateur de moins, donc on reporte la charge sur les autres ou pas, parce qu'en fonction de sa compétence et de sa fonction dans l'entreprise, ben, c'est pas remplaçable, c'est pas transférable comme ça immédiatement par les collègues. On peut transférer les affaires courantes, c'est le sujet du moment. Mhm. Les affaires courantes, mais on ne peut pas tout transférer. Et puis après, il faut recommencer le recrutement. Donc, si on fait le bilan complet de l'opération, je sais pas un chiffre comme ça, mais je pense que très rapidement, on arrive à des plusieurs dizaines de milliers d'euros Bien sûr. de pertes, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, le rôle du RH, en tant que garde-fou et en tant d'accompagnement des managers, leur permettre d'éviter, leur faire prendre conscience de ça, à condition bien sûr d'être formé convenablement pour le faire, comme tu disais, hein, dans les compétences que tu évoquais tout à l'heure, enfin la partie coaching, la posture de coach, hein, parce que c'est pas Oui, forcément d'être coach, mais c'est la oui, posture de coach ou les techniques de coach. Nous, dans la partie souvent sécurité, on accompagne aujourd'hui les managers hein, dans certaines entreprises justement à ça. On leur donne des outils, on leur donne des structures, on leur fait comprendre comment changer leur posture va leur amener à avoir des résultats différents avec leurs équipes. Et c'est assez impressionnant parce que on voit des résultats qui sont, voilà, pour certains, plutôt extraordinaires, quoi. Donc la fonction RH, voilà, vraiment cet appui, comme tu dis, de soutien aux managers. et tu vois, pour simplifier, les managers peuvent être garants, par exemple, des méthodes et des moyens pour atteindre les objectifs. Les RH seront garants du cadre Hmm. et du respect des règles et du cadre de plein de choses, de déontologie, de s'assurer que tous les éventuels risques Hmm. euh, soient maîtrisés ou évités. Enfin voilà, nous on est vraiment en charge du respect, enfin oui, du cadre de l'équipe et des méthodes insufflées par le manager. Comme ça, on laisse au manager la possibilité de lui aussi se Hmm. réaliser et faire les choses à sa manière. Mais nous, on jette un coup d'œil, on l'aide, on le soutient si besoin. Ça Donc, bride pas, ça bride pas sa personnalité, son mode non, managérial, en aucun cas. mais ça lui donne les limites dans lesquelles il doit s'exprimer. Et puis ça l'assure aussi éventuellement parce qu'on a des néo-managers qui sont un petit peu timides, Mm, hésitants, peu confiants. mm, Bah nous, on est aussi là pour ça. mm. Ouais, ouais, ok. Bon, c'est extrêmement intéressant. Il y a vraiment beaucoup de contenu. Et j'espère pour les auditeurs beaucoup de valeur dans ce podcast. J'espère que chacun pourra aller prendre ce qui l'intéresse. Alors Laura, je connais un peu ton parcours RH en entreprise, tu l'as évoqué un peu, et ton implication et tes résultats impressionnants, mais on ne peut pas tout dire, mais je veux dire vraiment, enfin, pour moi, ils sont voilà, des super résultats avec les entreprises. Mais un jour, tout ça, ça a failli s'arrêter.
Il y a un événement qui est arrivé dans ta vie et qui a fait que tout a basculé. Oui. Et ce sujet, bon, je le connais parce que nous l'avons évoqué et moi, c'est un sujet que je traitais dans les premiers secours parce que ça peut toucher tout le monde dans l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu veux nous en parler d'abord? Oui, avec plaisir, parce que je considère que c'est mon rôle aussi maintenant de partager ça. Effectivement, je sais à quoi tu fais référence. Et c'est ce que je disais en tout début de podcast en disant que j'avais eu un parcours finalement à la fois classique et bien propre à moi. À l'âge de mes 30 ans, tout pile, donc il y a 5 ans bientôt, j'ai été victime d'un AVC très sévère et j'ai failli mourir. Et donc, en fait, j'en parle bien volontiers pour montrer que non, ce n'arrive pas qu'aux autres. Et que oui, tout peut s'arrêter du jour au lendemain et qu'il faut être prudent et qu'il faut prendre soin de soi et que toutes les questions de santé au travail, santé mentale, etc. ne sont pas des choses faites pour, pardon, mais emmerder les gens parce que c'est ce que j'entends, hein. Oh, c'est bon, ils nous emmerdent avec leurs trucs. Non, 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 ce sont des réalités. J'en profite pour préciser que l'AVC est la première cause de mortalité féminine et pas uniquement auprès des vieilles dames, hein, que on a même des cas d'AVC in utero. Donc oui, tout a toujours un impact dans la vie et qu'il faut vraiment prendre soin de soi. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai parlé à plusieurs reprises de bien-être des collaborateurs, etc. C'est parce que forcément, j'étais déjà vigilante à l'époque, mais je le suis plus encore parce que on pourra jamais le prouver, mais je pense que c'est toute la pression que je me mettais. Je n'incrimine personne, mais moi, je me suis mis beaucoup, beaucoup de pression dans ma vie personnelle et professionnelle. Je voulais toujours être la meilleure, je voulais toujours plus, je voulais toujours soulever des montagnes alors qu'on me demandait pas forcément de le faire. Mais voilà, j'avais cette nature-là. Je l'ai un peu encore, mais j'ai appris à me contrôler. Et en fait, ce n'est pas sans incidence. Et on a un réservoir qui s'épuise. Et, euh, et quand le réservoir est vide, et ben voilà, il se passe des choses telles que ce qui m'est arrivé moi, de faire un AVC à l'âge de 30 ans. J'ai eu une chance folle parce que j'étais quand même paralysée, hein, de tout le côté gauche. Au-delà du fait que j'ai vraiment failli y rester pendant 7 jours et que j'ai fait un petit coma, je me suis réveillée paralysée et aujourd'hui, bah, comme vous le voyez, ou pas d'ailleurs, mais vous m'entendez en tout cas, j'ai une élocution normale. J'ai eu la chance de tout retrouver et j'ai eu la chance en fait d'être secouée et de me réveiller à l'âge de 30 ans et de prendre conscience que tout ça est précieux et il faut en prendre soin, il faut faire des choix sensés et réfléchis parce que rien n'est jamais sans conséquence. Hmm. Oui, c'est... Et le sujet AVC, c'est vraiment un sujet que moi, enfin, je traitais dans les premiers secours de toute façon, vraiment en disant ça peut arriver à n'importe qui. C'est pas une Oui. question d'âge, c'est pas une Non. question de, voilà, de poste de travail ou autre. C'est pour ça que je dirais, quand on travaille en sécurité, admettons que vous avez un AVC, vous êtes sur un toit, si vous n'êtes pas attaché, Mm. vous avez de grandes chances, selon la partie qui va être touchée, d'aller au sol. Et oui, Donc c'est la cause, c'est pas d'avoir trébuché, c'est un malaise, hein, parce que ça rentre, les AVC rentrent dans les malaises, bien sûr. dans la gestion des premiers secours. Et voilà, ça peut arriver à tout le monde. Et ce que tu dis, la santé, le côté santé individuelle des collaborateurs, moi la métaphore que je fais, c'est vraiment comme votre voiture. Votre voiture, si vous, la partie santé, c'est vraiment votre entretien. Vous allez la laver, vous allez faire les vidanges, vous allez mettre du carburant dedans, vous allez mettre régulièrement du carburant. Euh, et c'est souvent quand même la régularité de l'entretien, la façon dont on va le faire qui va permettre la performance de la voiture. Et ben, pour les collaborateurs, c'est la même chose. Bien sûr, hein, on ne tombe pas dans
dans le côté, je sais pas, fleur bleue de la qualité de vie au travail ou le bien-être au travail, hein. Je dirais, voilà, on reste très réaliste, mais Il faut avoir la trouver son conscience équilibre. que entretenir la, un une qualité de travail, de réalisation du travail et une qualité de vie au travail, Mm. ben, c'est garant de la performance derrière des collaborateurs. Bien sûr. Et trouver un moyen de décharger aussi. Trouver un moyen de déconnecter. Hmm. Parce que c'est important effectivement d'être capable de poser vulgairement, comme on dit, poser son cerveau à un moment Ouais, donné. Euh, c'est pas juste, une fois de plus, c'est pas juste pour faire beau et se dire, oh, la société essaye de faire semblant de bien faire. Non, c'est réellement indispensable. c'est ça. Oui, oui, ben, tu parlais de connexion, de déconnexion. C'est vrai que là, quand on a vu, je sais plus, il y a 1 an, 2 ans, là, des reportages sur une société en Chine là, qui, à 20 heures, les PC, il était impossible de se connecter Mm. sur le réseau de l'entreprise fait partie d'actions qui font partie de ça et qui expliquent bien aux collaborateurs que voilà, il y a un monde au travail et il y a un monde en dehors du travail et que voilà, c'est important, les deux sont importants. Mais que voilà, et tout ça, ça rentre. C'est pas que c'est un aspect hein, du bien-être au travail, hein. Oui, bien C'est sûr. c'est juste un aspect, mais c'est la façon dont on se parle, la façon dont on traite les difficultés dans l'entreprise. Tout ça, pour moi, rentre aussi là-dedans, parce que un manager qui a des difficultés à parler avec ses collaborateurs. Eh bien, en fait, il va engendrer un stress, il va engendrer des difficultés et derrière, ben, c'est le travail qui en pâtit, dans mon domaine à moi, c'est la sécurité qui est impactée parce que pour X et X raisons. Et puis, on disait tout à l'heure, hein, une des difficultés de l'entreprise aujourd'hui, c'est recruter et fidéliser. Mm. Donc, recruter, il faut donner envie aux collaborateurs de venir dans votre entreprise. Donc, quelque part, aujourd'hui, on sait très bien, hein, on le répète, mais je pense qu'il y a des entreprises qui n'en ont pas encore très conscience que les réseaux sociaux, ce qui se dit, le bouche à oreille, enfin, c'est un facteur tellement puissant. On parlait de vente à l'heure des commerciaux. Ben, en vente, un client satisfait, c'est 3 nouveaux clients. Un client Et insatisfait, oui. c'est 10 clients que potentiellement que tu n'auras pas. Ben, dans la partie recrutement, quand tu parles en bien de ton entreprise le week-end autour du barbecue avec tes amis, ça peut créer des envies de venir chez toi. C'est tout bête, mais c'est gratuit pour l'entreprise. Mais On appelle par contre, l'expérience collaborateur. si tu en parles mal, si tu en parles mal, ça a plutôt l'effet inverse. Et fidéliser, ben, c'est super important aussi parce que, comment dire, les gens vont se sentir bien, ils vont créer de l'émulation. Quand quelqu'un de nouveau va arriver, il va se sentir vite intégré et ça va bien se passer. Donc tout ça, ben, s'intéresser à la ressource humaine c'est tellement important. Mhm. Voilà. Et pour revenir sur le sujet là, qui t'a touché de l'AVC, je crois que tu as écrit un livre là-dessus. Oui, tout à fait. J'ai écrit un livre qui s'appelle Mon joli malheur. Mhm. Et pour pouvoir un petit peu vulgariser cette histoire, j'ai raconté aussi bien la chute et la descente aux enfers que j'ai vécue, mais aussi cette expérience incroyable que ça a été après, parce que j'ai eu la chance que ça se transforme en une aventure formidable. Et j'avais envie justement de mettre le projecteur là-dessus en disant que tout n'est pas toujours fatalité, que en fait, c'est entre nos mains et que c'est nous qui faisons, enfin qu'on a tous des défis à relever et que c'est la façon dont on les relève qui définit si on en fait une force ou une faiblesse. Mhm. Et voilà, faut s'accrocher, faut y croire, faut se donner les moyens et on est capable de tout dans la vie. Et je vous le recommande.
vraiment ce livre, parce que, alors, je ne l'ai pas encore lu, je vais être très honnête, mais tous les commentaires que j'ai pu lire sur le livre, ils sont vraiment très inspirants. Je vais en prendre un au pif, là, j'en avais mis. Le livre est un hommage à l'endurance de l'esprit humain face à l'adversité. Mhm. Laura partage son cheminement à travers cette épreuve difficile, montrant comment elle a transformé ce malheur en opportunité de croissance personnelle. Je vous citerai que celui-là. Il y en a plein d'autres très très positifs. Et quel que soit que vous soyez touché ou pas par le sujet de l'AVC, je vous le Oui, parce que c'est du recommande. développement personnel au-delà Voilà, de je la... vous le recommande chaudement parce que voilà, c'est comment on sort potentiellement on a tous ou on va tous, on peut tous euh, avoir un événement important dans notre vie, hein. C'est pas forcément que lié à la santé, hein, c'est pas, Non. Et voilà. d'ailleurs, anecdote à ce sujet, suite à ce livre, j'ai eu des demandes d'accompagnement de la part de gens qui divorçaient Mm. ou parfois d'autres choses, mais pour aidez-moi à faire face à ça et à le vivre bien. C'est Bah, ça. c'est pas trop mon créneau, mais on peut en parler. Mais, mais c'est drôle, oui, pour dire qu'effectivement, ça s'adresse à toutes les personnes qui rencontrent un défi un jour dans leur vie, et normalement, c'est 100% de la population. Mm. Et je me permettrai aussi d'ajouter que les bénéfices du livre sont reversés à une association antiboise qui s'appelle Résilience AVC, Mm. auprès de laquelle j'essaye de m'investir autant que possible. Et d'ailleurs, on intervient auprès d'entreprises pour faire de la prévention à ce sujet. Et on signe des conventions avec eux pour les accompagner si jamais il y a un cas d'AVC au sein de leur structure. Mm. Donc voilà, si jamais vous êtes entrepreneur et que vous avez envie de faire quelque chose pour vos collaborateurs en ce sens, sachez que c'est possible aussi. Ben, on mettra les liens dans la description sous le Merci. podcast. Comme ça, pour, les gens que ça peut intéresser, euh, Mm. voilà, ça peut les aider. Donc, vraiment, merci beaucoup, Laura, Mais pour merci à toi. toutes ces pistes, ces éclairages. Et avant de nous quitter, on va d'abord résumer un peu les trois points clés. Les relais défis et donc les rôles que le RH peut avoir à jouer et je dirais ses compétences, ça va être la gestion de projet, j'ai noté moi, Oui, le coaching, développer cette posture de coaching, développer aussi le réseau, aller chercher de l'innovation, aller chercher oui, des ressources indispensable. voilà, extérieures à l'entreprise, hein, à leur sphère propre. Après, on a parlé de l'importance du regard extérieur et justement, qu'est-ce que une RH externalisée ou une posture un coach externalisé, spécialisé RH peut apporter justement pour aider à avoir un regard extérieur, à faire baisser la pression, en tout cas à donner des pistes de réflexion et surtout à ne pas se sentir seul. Oui, oui, Ça, c'est tellement important parce que c'est ce qu'on entend. Moi, j'ai souvent entendu ça. J'ai dit, voilà, j'en peux plus, je me sens seul ou seul et je sais plus quoi faire. Et ça, c'est vraiment important, rien que d'avoir ce regard extérieur. Et on a noté aussi moi, j'ai noté l'importance aussi de le prendre un contact assez tôt avec une ressource extérieure, justement. Même si on n'en a pas encore un besoin, au moins les liens sont faits, on a rencontré la personne, on sait si ça passe avec nous, parce que bon, tout à fait. c'est pas parce que on est gentil que Mhm. ça va matcher avec le dirigeant, hein, c'est quand même super Évidemment. important. Et Comme d'ailleurs, moi, disait il m'est déjà Laura, arrivé de refuser des missions parce que j'étais pas en accord avec les valeurs de la direction. et ça marche dans les deux sens. Et ça marche Bien dans les sûr. deux sens. La direction va dire non, ben, non, je pense que vous correspondez pas à ce que je recherche. Voilà, et c'est important. Et plus tôt on le fait, ben, plus tôt on a potentiellement cette ressource-là sur laquelle on peut déclencher si on a un besoin. Donc, Exactement. voilà. Bon, en tout cas, moi, j'ai noté cette Mm. partie-là. Et puis, sur la troisième partie, redonner du sens et de la valeur au métier de RH. Voilà, c'est vraiment de redonner une vraie place à cette Ouais, fonction RH, ouais. une vraie fonction à cette fonction RH.
parce que c'est pas que de le décrire fonction RH, c'est vraiment de lui redonner cette fonction pour vraiment faire grandir l'entreprise, l'accompagner à croître harmonieusement. Et surtout, je pense que à être de plus en plus agile et répondre aux aléas qu'aujourd'hui chaque entreprise rencontre, le marché, les croissances qui montent, qui descendent aujourd'hui. Autant il y a 15 ans, 20 ans, on avait quelque chose qui faisait ça, et puis voilà. Aujourd'hui, on est sans cesse d'un mois à l'autre, selon les événements géopolitiques ou autres, et le marché sur lequel on a des baisses, tout ça, ben, il faut garder son équipe en énergie, et ça, la fonction RH a vraiment un rôle extrêmement important là-dessus, Oui, pour vous accompagner. Donc, Laura, pour terminer, oui, je vais te poser la question fondamentale de ce podcast. dis-moi. Attention, hein. Cela signifie quoi pour toi conjuguer organisation et humain? Alors, déjà, avant tout, pour moi, le lien entre organisation et humain, c'est la structuration. C'est vraiment tout ce qui va être lié à l'optimisation. Et je m'explique, l'organisation doit être au service de l'humain, tout comme l'humain peut être et doit être aussi au service de l'organisation. Mais pour ça, il faut que ce soit structuré. Il Ouais, faut que ce ben, soit cadré. très bonne réponse, enfin, très bonne réponse. Ce qui est la tienne, hein, mais voilà, je suis très en phase avec ça, et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai créé aussi ce podcast-là, pour essayer Mm. de donner, je dirais, une vision commune, pour pas désolidariser les deux, mais que voilà, Non, c'est un ensemble. il faut absolument C'est qu'il y ait une bon, approche systémique. c'est ça. Donc, merci vraiment pour cet échange Merci qui à apporte, toi. j'espère, un éclairage et une ouverture vraiment sur une J'espère autre aussi. façon de voir la fonction RH. Et j'espère aussi que les RH arrêtent de baisser le regard quand ils croisent des collègues ou qu'ils n'osent pas aller à la machine Mm. à café, etc. Reprenons le pouvoir et reprenons notre bonne place, notre vraie place. Ben, écoute, pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi, sur ton entreprise, ben, comment ton entreprise d'accompagnement des ressources humaines, où est-ce que je peux les diriger? Écoute, on peut facilement me retrouver sur LinkedIn. J'ai aussi mon site web, ldrhconsulting.fr. On me retrouve aussi sur Instagram. Non, non, il y a quand même beaucoup de façons de me retrouver. Mm. Ok, ben, on mettra tout ça dans la description. Comme ça, les gens pourront te retrouver, retrouver le lien vers le livre aussi, vers Oui, l'association. Je mettrai tout ça dans la description. super, Ben, merci. écoute, merci Laura. Merci à toi, Pascal, pour ce bon moment.